on va retrouver principalement 2 types de viager, le viager occupé et le viager libre. Dans le cadre du viager occupé, qui est le plus connu, qui représente 85 à 90% des transactions en viager, le vendeur fait le choix de rester vivre chez lui, effectivement. Et l'acquéreur, lui, va pouvoir investir donc dans la pierre de manière décotée. C'est-à-dire qu'il va acheter le bien moins cher du fait de l'occupation par le vendeur. Et la deuxième variante du viager, c'est le viager libre. Dans le cadre du viager libre, le vendeur, comme dans une vente traditionnelle, remet les clés à son acquéreur au jour de la signature. Il quitte son logement pour, par exemple, se rapprocher de ses enfants ou partir en maison de retraite. Et l'acquéreur, lui, pourra vivre dans ce logement à titre de résidence principale ou bien le mettre en location. Salut, je suis Mathieu Stéphanie et je vous présente La Martingale, un podcast qui vise à explorer le monde de la finance personnelle pour comprendre comment gagner à tous les coups, qu'on ait 200 € par mois à investir ou 5 millions sur son compte en banque. On va pas se mentir, c'est un peu ambitieux, mais les faits sont là. Jusqu'à maintenant, j'ai pas pris le temps de m'intéresser à tous ces sujets et il est temps que ça change. Alors abonnez-vous, des éclairages gratuits, ça commence par là. Nous y voilà, un enregistrement à distance. Une fois n'est pas coutume, j'en fais pas beaucoup sur La Martingale d'enregistrement à distance, mais on n'a pas réussi à se caler, Sophie Richard de Viagimo. Comment vas-tu, Sophie ? Écoute, je vais bien. Merci pour ton invitation. Je vais prendre plaisir à parler de mon domaine de prédilection, le viager. Le viager, en effet. Tu te trouves où là, Sophie ? Au Sable d'Olonne, au siège de Viagimo. Voilà, une start-up qui n'est pas en région parisienne, c'est bien, il faut le noter. Oui. Viagimo, donc, qui est un spécialiste du viager, c'est le sujet du jour. Alors, pour tout te dire, moi, le viager, c'est quelque chose, j'ai l'impression dont j'entends parler depuis toujours, en fait. Et je sais pas si je me suis senti ou concerné ou pas concerné. C'est quand même un produit qui est plein de paradoxes, qui à la fois fait peur, à la fois alors fait rêver, je sais pas, mais tu dis c'est une sorte d'opportunité à la fois et un peu angoissant aussi sous plein d'aspects. Voilà, parce qu'évidemment on se dit je vais acheter quelque chose, mon intérêt est quand même un peu lié au départ, on va dire à la mort, au décès de la personne qui occupe le bien, avec voilà une envie de faire une bonne opération et puis aussi pas forcément une envie de désirer la mort de quelqu'un. Oui, alors ce que tu ressens est normal puisque tout ce qu'on ne connaît pas fait peur et je pense que comme beaucoup d'autres personnes, tu as déjà entendu parler du viager, mais finalement ses subtilités, son intérêt sociétal et économique, tu les maîtrises pas forcément, plutôt par peut-être méconnaissance et d'idées reçues qui sont parfois durement ancrées. Alors que bien au contraire, le viager est, à mon sens, une solution moderne, éthique, parfaitement intergénérationnelle, qui va réunir les intérêts du vendeur et de l'acquéreur. Alors, je pressens ce que tu vas me dire, et en effet, je le vois. Moi, en fait, tu sais que je prêche quand même quelque chose aujourd'hui sur La Martingale et ailleurs, qui est de dire c'est bien joli de s'enrichir, mais en l'occurrence, finir le plus riche du cimetière, oui, ça c'est pas forcément une fin en soi. Et puis après, je pense qu'il faut aussi avoir des réflexions autour de même ce que tu veux léguer ou pas. Tu vois, je sais pas si tu as entendu parler de Pierre-Édouard Sterrin récemment, le patron de Smartbox, qui a décidé de créer une fondation dans laquelle il va mettre 800 millions d'euros pour rien léguer à ses enfants. Alors, il est passé sur notre podcast Génération du Turself. On peut se dire, lui, il défend on va dire, une ligne qui est assez hardcore, hein, qui est de dire, travailler rien par léguer soi-même, à part une bonne éducation. Mais voilà, dans le viager, il y a un peu de ça aussi, qui est de se dire, en fait, je veux profiter potentiellement de mon patrimoine, de mon vivant, donc finalement je vends un appartement, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Mais c'est surtout que tu vois sur le terrain, parce que je suis la fondatrice du réseau, mais je suis également viagériste depuis quelques années maintenant sur ce marché-là. Alors viagériste, il faut que tu m'expliques. Viagériste, c'est l'expert en viager. Voilà. D'accord. Donc dans l'immobilier, tu as différentes spécialités. Tu as des personnes qui seront spécialisées dans le fonds de commerce et le bureau, d'autres dans le syndic, dans la copropriété, d'autres dans l'administration de biens, dans l'immobilier traditionnel et résidentiel. Et puis donc en viager, nous sommes experts viagéristes, c'est-à-dire qu'on va faire de la vente, de la transaction en viager.
Et donc j'exerce depuis quelques années maintenant sur ce marché-là, et chaque jour nous rencontrons avec les autres agences du réseau des seniors qui sont en difficulté financière, qui cherchent à mieux vieillir à domicile, qui ne veulent pas partir en EHPAD, en maison de retraite, parce qu'ils ont peur de souffrir de l'isolement. Et puis dans le même temps, nous avons des acquéreurs, des actifs comme toi et moi qui cherchent à anticiper, sécuriser leur avenir en investissant dans la pierre qui reste la valeur refuge et tangible pour les Français. Mais c'est compliqué puisque aujourd'hui, pouvoir investir et sécuriser son avenir avec la pression immobilière que nous connaissons, avec une économie instable, avec une fiscalité oppressante, c'est compliqué de pouvoir anticiper sa future retraite pour pas mal d'actifs. D'accord. En effet, et ce bien immobilier, on va dire, dont on est propriétaire et occupant, représente souvent l'essentiel de nos actifs. Donc l'idée là, c'est un peu de dire, moi je le revends à quelqu'un d'autre de mon vivant, mais je vais pouvoir en profiter jusqu'au bout, quoi. Oui, alors pourquoi est-ce que je dis que le viager est une solution éthique qui, à mon sens, est même d'utilité publique? C'est que tu vas avoir un acquéreur qui va épargner, qui va avoir une épargne de précaution au lieu de laisser dormir son argent sur des placements financiers plus ou moins hasardeux pour certains et qui ne nous attendent pas dans un coffre-fort. Il va le transmettre à une personne âgée qui en a réellement besoin et qui elle-même va l'investir dans l'économie. C'est même un plan de relance économique puisqu'aujourd'hui, tu as de l'argent qui est immobilisé de part et d'autre, et côté vendeur et côté acquéreur. Côté vendeur, tu as beaucoup de personnes âgées qui ont la chance d'être propriétaires de leurs biens, qui détiennent donc une richesse qui est enfermée dans leur maison, et vendre en viager va leur permettre de monnayer, de rendre mobile cet argent en revenus complémentaires pour un mieux vieillir, pour anticiper son éventuelle dépendance. Et dans le même temps, tu as des acquéreurs qui ont une épargne. On est très précautionneux en France, donc on va avoir des placements, mais cet argent il dort, cet argent ne nous rapporte pas grand-chose. Pour beaucoup, cette épargne est fiscalisable au titre des revenus de capitaux mobiliers, et même en cas de crise sanitaire que nous vivons aujourd'hui, on a eu beaucoup d'acquéreurs qui se sont réveillés en se disant ok, mon argent m'attend pas dans un coffre-fort, est-ce qu'il vaudrait mieux pas que je le réinvestisse dans la pierre? Je sais où est mon argent, je le laisse dormir au moins dans l'immobilier qui encore une fois une valeur refuge, et dans le même temps je le donne à une personne qui va pouvoir mieux se nourrir, mieux se soigner, profiter également de son 3e et 4e âge. Donc c'est en ce sens que pour moi le viager est une vente parfaitement éthique. Et quand ton contrat sera juridiquement bien encadré et qui va mutualiser les intérêts de chacun, alors là oui, il est éthique et moral. Il faut bien que je comprenne comment ça fonctionne, parce qu'en effet, je vois le principe. Donc, tu vends ton bien si tu es une personne, on va dire âgée, de ton vivant, et tu peux l'occuper donc jusqu'à ta mort. Et au moment où tu décèdes, l'acquéreur devient le propriétaire du bien, c'est ça. Mais de l'autre côté, alors tu vas m'expliquer un peu même tout ça plus en détail, mais de l'autre côté, moi, si j'achète, mettons, un appartement qui vaut 100 000 en viager, je vais faire un emprunt par exemple, mais j'ai pas de revenus en face nécessairement. Donc ça veut dire quoi? Faut le payer comptant? Faut avoir du cash? Je vais t'expliquer. Le viager, c'est avant tout déjà une vente immobilière qui va réunir un vendeur et un acquéreur. Avec des particularités quant aux conditions et au prix. On va retrouver principalement 2 types de viagers, le viager occupé et le viager libre. Dans le cadre du viager occupé, qui est le plus connu, qui représente 85 à 90% des transactions en viager, le vendeur fait le choix de rester vivre chez lui, effectivement. Et l'acquéreur, lui, va pouvoir investir donc dans la pierre de manière décotée. C'est-à-dire qu'il va acheter le bien moins cher du fait de l'occupation par le vendeur. Et la deuxième variante du viager, c'est le viager libre. Dans le cadre du viager libre, le vendeur, comme dans une vente traditionnelle, remet les clés à son acquéreur au jour de la signature. Il quitte son logement pour, par exemple, se rapprocher de ses enfants ou partir en maison de retraite. Et l'acquéreur, lui, pourra vivre dans ce logement à titre de résidence principale ou bien le mettre en location. Le viager libre va particulièrement intéresser des personnes qui ne peuvent pas avoir recours à l'emprunt parce qu'ils ont une situation professionnelle
atypiques parce que ce sont des intermittents du spectacle ou des commerçants, des indépendants qui ont beaucoup investi dans leur outil professionnel, ou encore des personnes que j'ai pu rencontrer qui avaient connu une grave maladie et bien que en totale rémission de cancer, l'accès au financement est compliqué pour ces personnes-là. Et le viager libre permet de devenir propriétaire de son logement et de pouvoir y vivre. Alors que le viager occupé... Le viager libre, je paye, du coup, j'imagine que l'intérêt, il est que je paye un loyer au propriétaire. Alors, quel est l'intérêt pour le propriétaire de vendre, de partir et de vendre moins cher ? L'intérêt pour le vendeur, c'est d'avoir une assurance à vie, d'avoir des revenus complémentaires pour notamment payer sa maison de retraite. Aujourd'hui, une maison de retraite, c'est en moyenne 3 000 € par mois par personne. Et encore, je ne parle pas de résidence médicalisée. D'accord. Et aujourd'hui, avoir un couple de retraités avec 6 000 € de retraite par mois, il n'y en a pas tous les jours. Et il ne faut pas oublier qu'en France, la solidarité va dans les deux sens, ascendant vers descendant, mais également descendant vers ascendant. Donc, qu'est-ce qui se passe quand la personne doit partir en maison de retraite et qu'elle n'a pas les moyens de financer son hébergement? Ce sont les enfants qui doivent contribuer financièrement à financer cette maison de retraite. Donc, le viager libre va permettre à la personne âgée de compléter sa retraite et de s'assurer de pouvoir payer toute sa vie durant son hébergement. Et ça, c'est très pertinent comme solution pour beaucoup de vendeurs. Il faut avoir un sacré appartement pour avoir 3 000 € par mois de revenus. Alors, tu peux, parce que dans le cadre du viager libre, à la différence du viager occupé, tu vas faire un calcul sur la pleine valeur vénale du bien et pas sur une valeur décotée. D'accord, ouais. Tu donnais l'exemple tout à l'heure. Quand on est dans le cadre du viager occupé, qui concerne 90% en moyenne de notre marché, qui va particulièrement intéresser les investisseurs qui veulent investir dans l'immobilier sans avoir recours à l'emprunt de manière échelonnée dans le temps, sans trac allocatif et sans pression fiscale, ils vont plutôt se tourner vers le viager occupé. Par exemple, j'ai un bien d'une valeur de 300 000 €. Je vais avoir une femme qui a 74 ans. Il y aura une décote d'occupation de l'ordre de 50%. Ça veut dire que je vais faire mon calcul sur une valeur occupée de 150 000 € pour mon acquéreur. Ces 150 000 € qui représentent la valeur occupée de mon bien, je vais le soustraire en deux sommes différentes. En une partie qu'on appelle le bouquet, c'est une somme qui est versée comptant la signature chez le notaire, et une rente viagère qui sera payée toute la vie durant de mon vendeur. D'accord. Donc ici, en viager occupé, je vais faire un calcul sur une valeur occupée de 150 000 € et pas sur une valeur de 300 000 € comme ça serait le cas en viager libre. Et cerise sur le gâteau pour l'acquéreur, quand on achète en viager occupé, les frais de mutation seront calculés sur la valeur occupée de 150 000 €. Donc, tu fais quand même un gain substantiel. Au titre de l'IFI, pour les personnes... c'est les frais de notaire. Les frais de notaire, voilà, c'est ça, les frais d'acquisition. Ils n'aiment pas trop qu'on dise frais de notaire. Donc, on appelle ça des frais de mutation puisque ce sont, voilà, en grande partie des taxes. Les droits d'enregistrement représentent la grosse part substantielle de ces frais de mutation. Donc, tu vas faire ton calcul sur la valeur occupée dans mon exemple de 150 000 € et pas de 300 000 €. Donc, tu gagnes bien 10 à 13 000 € à faire le calcul. Tu vas, pour ceux qui sont soumis à l'IFI, tu vas déclarer que 150 000 € dans ton patrimoine, alors que, à la différence de ce que tu disais tout à l'heure, l'acquéreur est bien propriétaire dès la signature de l'achat en viager. Donc, tu es propriétaire de ton bien, mais tu n'en as la jouissance qu'à l'extinction du droit d'usage et d'habitation qui est réservé aux vendeurs. C'est-à-dire que tu passes chez le notaire, tu signes, tu n'as pas les clés, tu fais pas de relevé de compteur comme dans une vente traditionnelle, mais tu as bien le transfert de propriété, tu es bien propriétaire. La différence avec la vente traditionnelle, c'est que tu ne pourras jouir de ce logement qu'au départ volontaire ou involontaire des vendeurs, c'est-à-dire par leur décès ou parce qu'ils décident de partir par anticipation en maison de retraite, par exemple. Alors, quand ils partent en maison de retraite dans un viager occupé, c'est pas mon problème, ou s'ils partent s'installer chez leurs enfants, etc., je récupère le bien. Voilà, donc on essaye de prévoir et c'est pour ça que le viager reste une vente complexe et il est important de s'entourer quand même des conseils d'un expert puisqu'il faut tout prévoir dans ton acte de vente, même des clauses dont tu n'auras peut-être pas besoin, mais au moins ça évite toute interprétation et toute source de contentieux. Donc il faut vraiment prévoir dans quel cas il y a perte et abandon du droit d'usage et d'habitation. D'accord. Donc quand ton vendeur décide
de quitter son logement pour rejoindre, j'ai eu le cas des enfants, pour aller dans un logement peut-être plus proche des commerces, pour aller dans un logement où il n'y a pas d'affect, parce que notamment je pense à un monsieur qui était décédé, la femme avait trop de souvenirs dans ce logement et voilà, préférait quitter le logement par anticipation. Qu'est-ce qui se passe? On revalorise la rente viagère, donc en règle générale c'est de 20%, et en contrepartie, l'acquéreur peut bénéficier du logement et donc le mettre en location ou en faire son pied-à-terre, une résidence secondaire, il en fait ce qu'il veut. Quand tu dis on revalorise la rente viagère, ça veut dire quoi? C'est une augmentation de la rente viagère. Donc par exemple, si j'ai une rente viagère de 400 €, ma rente viagère passera à 480 €. Si j'ai une revalorisation de 20% qui est prévue dès le départ, dès l'avant-contrat. Parce qu'en fait, dans l'idée, comme tu le dis, il y a une partie qu'on paye comptant et une partie qu'on paye au mois le mois. C'est ça ce que tu appelles la rente viagère. Et donc, du coup, moi, ce qui m'interpelle, c'est que, encore une fois, je prends ton exemple d'un bien à 300 000 € par exemple, qu'on va diviser par 2. Donc, quand je vais l'acheter, il va valoir 150. Je vais payer 50 000 comptant et les 100 000 €, c'est ce qu'on appelle dans le jargon la valeur de capitalisation de la rente. Ouais. Cette valeur de 100 000 €, tu vas la convertir en rente viagère selon des tables qui sont propres aux viagéristes, puisqu'on distingue les espérances de vie des hommes, des femmes et des couples, puisqu'une femme vit statistiquement plus longtemps qu'un homme. Donc, tu vas verser cette rente viagère toute la vie durant du vendeur. Quand tu me parlais où tu avais du mal à comprendre en disant j'achète avec un locataire en place, j'ai des revenus fonciers. Hein, je pense que tu essaies de mieux comprendre ce point-là. Ce qu'il faut comprendre, et quand tu as compris ce point-là, tu as tout compris du viager. Quand tu achètes en viager, c'est la valeur théorique qui est exonérée. Ça veut dire que ma décote de 50%, dans mon exemple de tout à l'heure, pour une femme de 74 ans, c'est les loyers théoriques que j'aurais dû percevoir si j'avais eu cette dame qui m'avait versé un loyer. La chance qu'on a quand on achète en viager occupé, c'est qu'on ne perçoit pas ces loyers théoriques. Ça veut dire que quand je dis qu'il y a une pression fiscale qui est atténuée en viager, ça veut dire que comme je ne perçois pas de loyer, je ne vais pas déclarer de revenus fonciers qui ne vont pas venir alourdir mon impôt sur le revenu. D'accord. Et donc ça, c'est numéraire. Mais ce que recherchent beaucoup les investisseurs dans le cadre du viager occupé, c'est l'absence de tracas locatif. Beaucoup ont fait le choix d'investir et quand tout se passe bien, il n'y a pas de souci, sauf que parfois, tu as des retards de loyer, tu as des impayés de loyer, tu as un turnover important avec des dégradations locatives, tu as des vacances locatives alors que tu as ton emprunt à régler derrière. Et du coup, tu subis les tracas d'un tiers. Alors que là, en viager occupé, tu as cette dame de 74 ans qui a vendu en viager, qui a un affect considérable pour son bien, qui va continuer à l'entretenir peut-être comme aucun locataire ne l'aurait fait. Et tu as beaucoup de vendeurs qui, grâce au bouquet, vont améliorer leur logement, qui vont changer leur baignoire en douche, qui vont changer toute la terrasse en bois de leur extérieur, qui vont changer leur tapisserie vieille de 20 ans, qu'un locataire ne ferait pas. Donc quand tu achètes en viager occupé, à mon sens, le viager réunit tous les atouts pour faire un investissement incontournable en fait pour un acquéreur. Faut quand même avoir un peu sérieux patrimoine ou des revenus, puisqu'il faut quand même payer ces 50 000 € d'office, plus après peut-être le remboursement des 100 000 qui suivent, plus les 480 € par mois dont tu as parlé éventuellement tout à l'heure. Oui, alors quand je te parlais tout à l'heure que tu as des investisseurs qui ont une épargne de précaution, aujourd'hui tu as à chaque viager correspond une situation financière ou patrimoniale d'un acquéreur. Tu as des viagers avec des rentes à 200 €, des rentes à 1 500 €, des rentes à 600, à 700 €. D'accord. Tu as des viagers avec des bouquets à 10 000, à 20 000, à 30 000. Donc tu as plusieurs tickets d'entrée qui vont faire le bonheur d'un panel d'acquéreurs complètement différents. Et j'ai fait une erreur dans ma réflexion, pardon, parce que en fait, en l'occurrence, c'est les 50 000 d'office que tu vas potentiellement payer comptant, donc emprunter, mais le reste, c'est 480 € par mois. C'est échelonné dans le temps. Échelonné dans le temps, donc voilà. En effet, ouais.
L'avantage d'un achat en viager, c'est que tu n'as pas besoin d'avoir le recours d'un emprunt, justement. Donc, exit tous les frais bancaires. Aujourd'hui, emprunter, par exemple, alors à refaire le calcul, hein, mais t'empruntes, parce que je l'avais fait il y a pas si longtemps que ça, 350 000 euros sur 2 têtes, donc avec une assurance décès invalidité à 100% sur 2 têtes, avec le taux habituel, on n'était pas loin des 80 000 euros de frais d'emprunt. Donc, acheter en viager te permet d'éviter ces 80 000 euros de frais. Donc, quand tu compares ce qui est comparable, pour résumer, pour que ce soit plus clair pour tout le monde, quand tu achètes en viager occupé, déjà, tu fais le choix d'investir dans la pierre. Donc, ça reste la valeur refuge par excellence, surtout dans l'économie instable que nous vivons aujourd'hui. Tu peux acheter de manière décotée, donc selon l'âge du ou des vendeurs et son sexe, tu auras un taux de décote différent. Tu achètes de manière échelonnée et progressive dans le temps, sans avoir recours à l'emprunt, donc sans avoir tous ces frais inhérents à l'emprunt, et tu achètes sans pression fiscale puisque tu n'as pas de revenus fonciers à déclarer, parce que au titre de l'IFI, pour ceux qui sont soumis encore une fois, ça te permet d'éviter cette lourde taxe, bien que tu sois propriétaire d'un bien d'une valeur de 300 000 euros dans mon exemple. Et enfin et surtout, tu n'as pas de tracas locatif avec la jouissance par un occupant qui va l'entretenir avec grand soin. J'ai compris l'ensemble des avantages que tu nous vends très bien. On voit l'experte, Sophie. Si tu veux, tu peux te rendre sur le site et on a plein d'offres à te proposer. J'allais te demander comment on trouvait ça, mais surtout, ça reste quand même un marché entre guillemets enfin pas entre guillemets d'ailleurs, ça reste un marché de gré à gré. Donc, je veux dire, le prix, même si tu me dis il est décoté, le prix de base, je reste sur notre exemple de 300 000 euros moins 50%. Il y en a qui vont dire ah mais non, mais moi ça vaut plutôt 400 000 et je fais que moins 30%. Enfin, ça potentiellement complexifie un peu. Il y a plein de paramètres à comprendre, c'est-à-dire le prix de base, la décote, la durée de vie, enfin l'espérance de vie de, comme tu l'as dit, un homme qui est différent d'une femme, qui est différente d'un couple, etc., etc. Les gens qui font ça, d'ailleurs, ils en font beaucoup souvent ou c'est un truc que tu fais une fois dans ta vie, 2 fois dans ta vie? Alors, les gens, tu veux dire les particuliers qui achètent ou les experts? Les clients acheteurs, ouais. Alors, tu vois, là, moi, pour la petite histoire, j'ai commencé à faire de la vente en viager en 2012. Je me suis vraiment spécialisée en 2015 où je n'ai fait que de la transaction en viager. J'ai lancé le réseau fin 2017 et là, j'ai la vague de mes premiers acquéreurs qui reviennent, qui m'achètent un 2e, un 3e, un 4e viager. D'accord. Comme je te le disais, tout ce qu'on ne connaît pas fait peur et c'est normal. Donc, moi, je vais recevoir un acquéreur comme toi qui va me dire oui, mais moi, j'ai envie d'investir. Alors, ce qu'on me propose, l'achat en VFA, etc., je vais surpayer de 20% la valeur vénale du bien. J'ai pas forcément envie de tracas locatif. J'ai essayé les loueurs en meublé professionnel et puis voilà, j'ai connu des turnovers, des dégradations. Je veux plus vivre ça et ça me titille. J'ai vraiment envie d'aller dans le viager. J'en entends parler, mais ça me fait peur. J'ai pas envie de parier sur la mort de la personne. Et puis si la personne vit jusqu'à plus de 100 ans comme le phénomène Jeanne Calment, qu'est-ce qui se passe? Donc je reçois au quotidien et comme mes confrères le font également dans leur agence. Donc je leur explique ce que je viens de te dire. Rien de mieux que des chiffres en toute transparence en disant voilà, acheter en viager vous permet d'acheter de manière décotée, etc. Et là, ils me disent mais c'est économiquement super intéressant. Puis en plus, j'aide une personne. Ça veut dire qu'au lieu là, j'ai une capacité d'épargne à mettre 450 euros sur mon livret A, sur mon PEL, mais à chaque fois, je suis taxée. Et puis l'argent, avec tout ce qui se passe, je sais pas si un jour l'État qui va devoir, quoi qu'il nous coûte, nous en coûte, comme nous dit notre président de la République, taxe un petit peu tous ces revenus un peu plus fort que ça ne l'est déjà. Qu'est-ce qui va se passer de cette épargne de précaution? Donc, je préfère le mettre au chaud. Et donc, là, ils sont rassurés en disant économiquement, c'est rentable. Éthiquement, c'est 450 euros au lieu de les laisser dormir sur des plateformes financières qui rémunèrent des personnes qui n'en ont absolument pas besoin. Ils vont le donner à Monsieur Jean qui vit peut-être qu'avec l'ASPA. L'ASPA, c'est le minimum vieillesse. Aujourd'hui, c'est 900 euros par mois quand même. Donc, il faut pouvoir vivre avec 900 euros par mois, payer les impôts locaux qui sont de plus en plus lourds, les charges de copropriété.
Moi, j'ai rencontré il y a peu de temps une dame, c'est sa fille qui m'a porté son dossier en me disant, ben voilà, maman ne dort plus parce qu'il y a un ravalement qui est voté sur la copropriété, elle ne peut pas le payer, moi je ne peux pas aider ma mère. Et puis, si la chaudière tombe en panne, autant vous dire que là, c'est catastrophique. Et puis, sa voiture a besoin de réparation, etc., etc. Donc, cette personne, pour vivre plus sereinement, a vendu en viager, accompagnée de sa fille. Donc, comme quoi, l'une des idées reçues que le viager serait fait pour déshériter ses enfants. Bien au contraire, le viager va aider beaucoup de personnes âgées à vivre plus sereinement, pour certaines plus dignement, parce qu'on rencontre malheureusement des situations financières assez catastrophiques pour beaucoup de nos anciens, qui étaient habitués à un certain niveau de vie aussi, et les droits acquis à la retraite, malheureusement, ne permettent pas de maintenir ce niveau de vie auquel ils étaient habitués. Mais si je me mets d'un côté beaucoup plus bon plan et que je me dis finalement, je te disais, j'ai commencé par mes problèmes potentiellement moraux, ou de me dire ok, voilà la vision que j'avais, la perception que j'avais du viager. Si je me mets à l'opposé de ce spectre et que je me dis attends, mais en fait tu sais quoi, Monsieur Jean et toutes ces histoires, en fait moi je m'en claque un peu, je veux juste faire des super bons coups, etc. Est-ce que on trouve aussi des super bons coups en viager, ou c'est pas l'idée non plus? Est-ce qu'on est dans la philanthropie, quoi? Enfin, le viager repose avant tout sur l'aléa. Sans aléa, il y a une requalification. Donc, personne ne peut savoir si ça sera un bon plan ou pas un bon plan. Tu ne sais pas l'engagement de ton investissement, puisque ça repose sur la durée de vie d'un vendeur. Bien évidemment, si nous autres experts viagéristes, en tout cas en ce qui me concerne, je reçois un vendeur qui est en phase terminale de cancer et que je le vois, bien évidemment que je ne vais pas prendre en viager son bien. Pourquoi ? Parce que le viager peut être requalifié par des héritiers s'estimant lésés, par des services fiscaux pour donation déguisée, et la responsabilité d'expert viagériste sera mise en avant. Dans ce cas-là, tu m'appelles, sinon, mais non, je n'en aurais pas le temps parce que je n'aurais pas pris ce bien en mandat, tout simplement parce que il y a la responsabilité professionnelle qui est mise en œuvre, et c'est surtout que voilà, je me regarde dans une glace quand je me lève tous les matins et que j'ai envie de continuer à le faire. Donc, au-delà de ça, tous les acquéreurs, bien évidemment, tout comme le vendeur, on fait ses calculs, on fait des projections financières. Si le vendeur vit son espérance de vie statistique, si le vendeur décède à la moitié de son espérance de vie, ou si le vendeur vit jusqu'à 110 ans. Donc, tu fais tes projections financières. Maintenant, ça reste un investissement mesuré à partir du moment où, en viager occupé, tu bénéficies dès le départ de cette décote d'occupation, que tu n'as pas de revenus fonciers à déclarer, que tu n'as pas d'intérêt d'emprunt à déclarer, et que encore une fois, quand tu achètes en viager occupé, les charges sont aussi atténuées, puisqu'une partie des charges de copropriété seront prises en charge par ton occupant, par ton crédit entier. C'était une de mes questions. Les charges sont partagées, du coup ? Oui, c'est ça. Donc, c'est comme si c'est une répartition un petit peu comme un locataire propriétaire. Le débit rentier, c'est l'acquéreur, va supporter les charges non récupérables, et l'occupant, le crédit rentier, va payer les charges dites locatives, comme il paiera sa taxe d'habitation s'il en est redevable. Très clair. Alors, si je reviens sur mon mode cynique, est-ce que j'ai une sorte de fiche un peu, je sais si Jean il fume 2 paquets de clopes par jour. À l'odeur, tu le sauras peut-être. on le rencontre Jean, bien justement. Sûr, oui, lors de la signature, mais avant. Bien sûr. Et moi, j'encourage les personnes à se rencontrer, puisque à la différence d'une vente traditionnelle, c'est une vente dans le temps. Donc, tu as, et ça, c'est pas, c'est réel, hein, ce que je te dis, c'est du vécu. Tu as pas tout le temps, mais les 3/4 de mes ventes sont passées comme ça. Tu as vraiment une rencontre amicalo viager qui se noue, et tu as beaucoup d'acquéreurs qui investissent parce qu'ils se projettent dans ce logement-là pour plus tard, pour leur retraite, parce que tu prends en affection tes anciens. Enfin, il y a une forme de respect par éducation. Quand moi je rencontre ces vendeurs pour leur faire leur estimation, les conseiller, les renseigner sur la vente en viager, c'est comme si je rencontrais mon grand-père ou ma grand-mère. Et ils sont, alors je dirais pas que tous les vendeurs sont très attachants, mais ils te transmettent des parcours de vie, parce que tu sais que Tati Daniel.
J'en ai pas encore eu, mais je pourrais en avoir. Et encore, Tati Daniel a été bien attachante dans le film, je trouve, finalement. mais au-delà de ça, c'est à partir du moment, comme je te l'indiquais tout à l'heure, à partir du moment où le contrat est juridiquement bien encadré et qu'il est équilibré, alors il est éthique et moral parce que chacun y trouve son compte. Donc tu ne sais pas pendant combien de temps tu paieras parce que le viager repose sur l'aléa et que c'est la condition substantielle à cette vente. Mais tu fais tes calculs, tu fais tes différentes projections à court, moyen terme et puis après tu investis si tu le sens bien et évidemment. Sans être cynique, pour rentrer juste plus dans la réalité que je connais pas, au-delà du feeling et de la personne que je vois et que je sens s'il fume ou pas, je veux dire, il y a des examens médicaux. Non, tu n'as pas d'enquête, tu n'as pas d'enquête médicale. Il faut, comme je te le disais, si tu pressens qu'il y a qu'il y a un risque de requalification pour défaut d'aléa, tu ne contractes pas. En tout cas, l'expert viagériste, j'ose imaginer que tous les experts viagéristes font ainsi. Si tu ressens que l'aléa est compromis, tu ne contractes pas. Et j'ai un peu quand même, parce que tu me dis c'est un appart ou un bien immobilier dans lequel on peut se projeter. En fait, moi, j'ai un peu la vision du viager comme le petit appart ou le petit truc de petit vieux, un peu excuse-moi des clichés, hein, mais tu vois un peu où t'as vraiment pas envie d'aller parce qu'en fait c'est pas notre génération, parce que c'est des espèces de tu m'as dit que t'aimais bien ma tapisserie au mur, mais moi je vois des vieilles tapisseries au mur, je sais pas, tu vois ce petit appartement ça revient à la mode hein, d'ailleurs. Ouais, tu vois peut-être qu'en fait mais est-ce que je peux m'acheter un penthouse au bord de, je sais pas, ou plutôt une sorte de superbe maison en bord de mer? Est-ce qu'il y a des biens exceptionnels en viager ou enfin j'imagine, ouais, peut-être. Eh bien, tu vois, tu confirmes ce que je te disais tout à l'heure. Le viager souffre d'une image qu'il ne mérite pas et peut-être critiqué par mes connaissances et d'idées reçues qui sont durement ancrées. Parce que dernièrement, par exemple, j'ai vendu un chalet à Courchevel, tu vois, donc très loin des clichés du logement, du petit studio. Alors là, après, t'as une petite lumière qui s'est allumée chez moi. Le chalet à Courchevel en viager. Hop. D'accord. Tes yeux ont frétillé d'intérêt tout à coup. On aurait dû commencer par ça. Alors non, tu vois, j'ai vendu un yacht. beaucoup d'idées reçues. Alors après, un yacht, on est sur du mobilier, on n'est pas sur de l'immobilier, mais tout peut se vendre en viager d'ailleurs. Hein. De l'immobilier, un petit appart, un beau chalet, des vues mer splendides sur la côte vendéenne ou méditerranéenne, tout comme un parking, tout comme un potager. Tout peut se vendre en viager. Acheter un parking ou un potager en viager. On fera un épisode spécifique mais là-dessus. Peut-être qu'à Paris, tu sais, tu serais très intéressé. Juste à côté de chez toi, j'ai un parking en viager libre à te vendre. Là, tu dirais OK. Parce que regarde, ça me fait penser, ça me fait une bonne transition pour le viager libre. Quel est l'intérêt aussi pour un acquéreur d'acheter en viager libre? Quand tu es locataire que tu ne peux pas acheter parce que justement c'est trop cher à Paris, dans les grandes agglomérations, parce que tu as déjà un endettement trop lourd, parce que tu as financé des outils professionnels, tu es profession libérale et que le recours à l'emprunt est compliqué pour toi. Acheter grâce au viager libre te permet de devenir enfin propriétaire. Et ça veut dire que tu amortis tout de suite ton bien immobilier au lieu de jeter l'argent par les fenêtres avec ton loyer si tu es locataire. Tu peux avoir des personnes qui peuvent avoir une quotité qui lui est allouée par la banque, mais qui lui permet d'acheter juste un T2 alors qu'ils ont besoin d'un T3. Peut-être que le viager libre va leur permettre de monter en step et puis d'acheter enfin ce logement T3. J'ai eu également des parents dont les enfants faisaient des longues études, partaient pour faire des études de médecine ou école de commerce, et au lieu de payer pendant 4 à 6 à 7 à 9 ans des loyers à fond perdu, ont décidé d'acheter en viager libre et donc de mettre le pied à l'étrier pour constituer le patrimoine de leur enfant. Ils ont financé le bouquet, ils les aident à payer une partie de la rente viagère et les enfants au moins sont propriétaires de leur propre logement. Ils amortissent tout de suite dans ce bien immobilier et arrêtent de jeter l'argent par les fenêtres. Et j'ai beaucoup de personnes qui ont dit mais je ne savais pas que c'était possible. Évidemment. Moi, je savais pas non plus. Et donc le viager libre, rappelle-moi le fonctionnement. Tu donnes directement
le montant est plus élevé, hein. Il n'y a pas de grosse décote. Et forcément plus élevé parce qu'il n'y a pas d'occupation par un vendeur. Donc, dans mon exemple de 300 000 euros, je n'aurai pas de décote de 50%. Ça veut dire que je vais faire mon calcul en viager libre sur la base de 300 000 euros. Okay. Je vais par exemple avoir un bouquet de 100 000 euros et les 200 000 euros, je vais les convertir en rente viagère selon un taux qui est défini par notable, selon que le vendeur soit un homme, une femme, et selon son âge ou en couple. Et là, je vais faire mon calcul de mon bouquet plus rente viagère. Et l'avantage pour mon acquéreur, c'est que dès la signature chez le notaire, là, la différence du viager occupé, il a les clés, il s'installe dans le logement et il amortit tout de suite son bien immobilier. Et l'aléa dans les deux cas, en fait, c'est donc le calcul de la rente viagère. On va dire, si je fais tout bêtement qu'il y a 100 000 euros on va dire de package de rente viagère, et que la personne, on pense qu'elle va rester en vie 20 ans, c'est ça. Je vais diviser 100 000 par 20, c'est ça. Ça va faire 5 000. Oui, alors bon, c'est pas tout à fait ça parce qu'on prend différents correctifs. Mais pour faire simple, l'aléa va reposer sur, dans mon exemple, j'ai un bien de 350 000 euros, je décote de 50%, donc j'ai une valeur occupée de 150 000 euros. Peut-être que tu vas payer finalement 170 000 euros, alors qu'on avait fait le calcul à la base sur 150 000 parce que la personne a vécu 4-5 ans au-delà de son espérance de vie statistique. Mais peut-être que au lieu de payer 150 000 euros, tu vas payer que 80 000 euros de ta valeur de capitalisation de la rente. C'est ça l'aléa, c'est que on part sur une valeur d'occupation de départ puisqu'on est obligé d'avoir un prix à mentionner dans l'acte qui va déterminer les frais de mutation et puis le montant de ma rente viagère. Mais le compteur ne s'arrêtera pas à 150 000 euros. Tu pourras dépasser cette valeur d'occupation comme tu pourras ne pas l'atteindre en tant qu'acquéreur. Alors, je me projette très bien si je me mets là, dans mes auditeurs, il y en aura beaucoup moins, et comme moi, qui seront plutôt du côté, on va dire, vendeur. Mais si j'essaie de me projeter pour, je sais pas moi, certaines personnes de mon entourage, de leur dire, tu vois, j'ai l'impression que j'aurais quand même pas intérêt à dire ça à mes parents parce que c'est un peu, j'ai l'impression que je vais me faire siphonner justement mon héritage ou je sais pas. Au contraire. Voilà. Quel est l'intérêt en fait, notamment, je le verrais assez bien finalement pour des personnes célibataires ou en tout cas sans héritier. Ou justement qui s'en fichent et qui se disent bon, moi je veux récupérer de l'argent maintenant. Dans le cas inverse, quel est l'intérêt pour des héritiers, par exemple? Alors, comme je te l'indiquais tout à l'heure, par exemple, c'est le cas de cette jeune femme qui était venue me voir en me disant ma mère n'est pas sereine et au-delà de la sérénité, c'est qu'elle ne peut pas payer et que je ne peux pas l'aider à payer les charges qui s'accumulent, que ce soit des charges de copro qui ne cessent d'augmenter, les impôts locaux, n'en parlons pas, et une baguette de pain n'est plus du tout, la valeur de la vie aujourd'hui est difficilement accessible pour beaucoup de nos anciens. Donc tu vas avoir des personnes âgées qui ont besoin de revenus complémentaires pour maintenir un niveau de vie auquel ils étaient habitués ou pour vivre plus sereinement et plus dignement. Tu vas avoir des héritiers qui ont besoin aussi d'avoir une aide précieuse. Aujourd'hui, la société évolue et mon job à moi, c'est de démystifier, démocratiser le viager pour faire avancer les mentalités en même temps que cette société qui évolue. Et aujourd'hui, c'est de faire comprendre aux personnes que la notion d'héritage, de succession est totalement bouleversée. Quand on héritait de nos parents il y a encore 30 ans ou même plus, on pouvait être, on n'était pas encore retraité. Aujourd'hui, quand tu hérites de tes parents, souvent, tu es proche de la retraite, tu as déjà constitué ton patrimoine, alors que l'héritage aujourd'hui a plutôt bénéficié aux petits-enfants. Et tu vas avoir des personnes qui ont 40, 50 ans, qui auraient besoin aujourd'hui, maintenant, d'avoir une aide précieuse pour aider à, pourquoi pas, financer la 4e chambre de la résidence principale qu'ils sont en train de faire construire, pour les aider à financer les études d'école de commerce du petit-fils, aider à payer le permis de construire de la petite-fille. Et les seniors qui vendent en viager peuvent transmettre tout ou partie du bouquet à leurs enfants et petits-enfants, exonérés de taxes de succession. Aujourd'hui, on a le sentiment, quand on hérite de nos parents, qu'il y a zéro de frais de succession. Si tu vends en viager, en fait, c'est pas spécifique au viager, mais tu sais qu'on peut donner jusqu'à 100 000 euros par enfant.
et tu es exonéré de frais de succession, de frais de donation, pardon. Quand tu vends en viager, j'ai des vendeurs qui me disent voilà, je vais donner jusqu'à 100 000 euros par enfant. Ces enfants ne seront pas soumis à des taxes de donation, alors que s'ils attendent la succession, déjà imagine tu as 3 enfants, voilà, tu divises la maison de 300 000 euros en 3, ça fait que 100 000 euros chacun. Tu enlèves des frais de succession, j'ai plus le montant, mais j'ai une amie qui était concernée et qui était aussi consternée parce qu'elle pensait qu'elle aurait 0 frais de succession, mais malheureusement, même quand tu es en ligne directe, l'État ne t'oublie pas par rapport aux taxes. Sans oublier le fait que cette amie m'expliquait que des différends familiaux sont arrivés parce que le frère voulait ci, l'autre sœur voulait ça, et puis finalement tu as des querelles autour des successions, et c'est pas du tout ce que souhaitent les parents pour la cohésion de leur famille. Alors que vendre un viager, tu donnes de ton vivant, voilà, ça n'a pas de prix non plus, tu aides des personnes qui en ont réellement besoin aujourd'hui maintenant, tu n'as pas de taxes. Donc tu peux mutualiser les intérêts et des héritiers et des vendeurs. Oui, et ça permet d'avoir aussi pareil de l'argent maintenant plutôt que l'espérer plus tard. Et 1 euro aujourd'hui, tu sais ce que ça vaut, tu sais pas ce que ça vaudra dans 20 ans. T'évites les différents familiaux, t'évites les taxes, et puis c'est surtout que t'en as besoin tout de suite. Donc j'ai beaucoup de vendeurs qui ont donné de leur vivant à leurs enfants. Et puis j'ai eu également et on en a de plus en plus des couples reconstitués, des personnes qui ont refait leur vie et qui se disent si je ne protège pas le conjoint survivant, ma nouvelle compagne avec qui je suis peut-être depuis 20, 30, 40 ans sera en indivision avec les enfants d'un premier lit. Et la maison, pour autant, ils l'ont achetée à 2. Mais s'ils l'ont achetée à 2, il y a la moitié, la part réservataire, en tout cas, du défunt papa qui reviendra légitimement en partie aux enfants. Et puis, la femme sera en indivision. Donc, quand tout se passe bien, ça se passe bien. Mais finalement, si elle doit reverser la quote-part aux enfants, peut-être qu'elle n'a pas l'épargne pour le faire, et puis elle peut rester en usufruit effectivement, c'est-à-dire rester vivre dans le logement. Mais si cette dame me dit comme je te l'expliquais tout à l'heure, j'ai trop de souvenirs dans cette maison, je me sens pas bien, je veux partir, c'est loin des commerces, je n'ai pas le permis, c'est mon conjoint qui me transportait pour faire les courses, etc. Cette femme, si elle revend le logement, elle est obligée de reverser la part aux enfants. Ouais. Et après, qu'est-ce qui lui restera pour racheter dans cette pression immobilière flambée des prix que nous connaissons tous? C'est compliqué pour cette personne. Et puis enfin, j'ai des femmes qui étaient non déclarées, qui ont travaillé, qui ont aidé leurs conjoints artisans, commerçants, et qui ont travaillé mais qui n'ont pas aujourd'hui de retraite. S'il arrive quoi que ce soit à monsieur, la pension de réversion n'est pas si simple que ça à obtenir. Les charges sont tout aussi conséquentes, elles sont pas divisées par 2. Et puis cette personne ne pourra pas bénéficier de la pension de retraite qu'elle avait jusqu'à présent. Donc cette personne-là, en vendant en viager, ce couple, en vendant en viager du vivant des deux, protège le conjoint survivant. Et ça, on n'en a pas conscience. Mais on a beaucoup de femmes qui n'ont pas malheureusement de pension de retraite correcte pour vivre décemment. Écoute, on comprend bien du coup d'un côté pour de potentiels acheteurs, ce qu'on a expliqué plutôt en début d'épisode. Là, on vient de traiter le côté potentiellement vendeur et pour les héritiers. Donc, si vous avez des parents qui ont un beau chalet à Courchevel, vous nous faites signe et puis on peut s'en occuper. Mais comme un studio dans le 16e, ouais, c'est pas mal aussi. Ouais, ça me fait moins rêver quand même. Alors, j'imagine que je peux acheter en viager. Il me semble qu'il y a des annonces sur Le Bon Coin ou quelque chose comme ça, mais j'imagine, comme tu l'as expliqué depuis tout à l'heure, qu'il y a quand même pas mal de paramètres et qu'il faut quand même savoir un peu comment on procède. Oui. Alors toi, tu fais ça, c'est ta spécialité, avec un réseau. Comment ça fonctionne et c'est quoi ton modèle économique? Et après, ma question qui viendra sera quels sont les risques? Alors, donc le viager reste, comme on l'a vu, une vente complexe où si tu veux, il faut anticiper toutes les situations possibles. La première chose, le premier point de départ, c'est être bien estimé. Voilà, bien pour que, encore une fois, le viager soit éthique et moral, et ça part par l'estimation, que mutualiser les intérêts de chacun, ça part par un équilibre du prix.
que chacun y trouve son compte. Donc, c'est de passer par une bonne évaluation viagère. C'est de définir toutes les clauses indispensables et substantielles au contrat, puisqu'on a beaucoup de clauses contractuelles. Ça veut dire que si ce ne sont pas des clauses légales qui s'imposent de plein droit, ça veut dire que si tu ne penses pas à les mettre dès ton avant-contrat, tu ne pourras pas y revenir. C'est notamment le cas pour la revalorisation de la rente viagère en cas de départ anticipé, c'est le cas pour des pertes d'abandon, c'est le cas pour les garanties, la fameuse clause résolutoire et le privilège du vendeur. Donc tu dois veiller à l'équilibre des parties qui passe par un contrat bien encadré juridiquement. Donc tu pourrais acheter directement de gré à gré, comme tu le disais, avec un acquéreur. Faut-il faire attention à ce que le logement ne soit pas surévalué côté acquéreur ou sous-évalué côté vendeur, parce qu'il y a un contentieux très lourd à la clé. Donc il faut faire attention. Et toi, c'est ce que tu règles un peu au milieu, tu apportes un peu des garanties avec une expérience, une expertise autour de ça, notamment. Bien sûr. Mais au-delà de ça, tu as des annonces aussi de ton côté, c'est-à-dire que vous récupérez des mandats, du coup, un peu comme un agent immobilier. Quel est ton modèle économique ? Alors, on est soumis à la loi Hoguet, comme les agents immobiliers, où on va être le mandataire. On va prendre en mandat de vente, un bien qu'on va après diffuser, communiquer. On va sélectionner un acquéreur, s'entourer des garanties pour la bonne solvabilité de l'acquéreur également, où on va faire de l'entremise immobilière. La différence avec la vente traditionnelle, puisque j'en ai fait également par le passé, c'est qu'on va représenter autant le vendeur que l'acquéreur, justement pour veiller à cet équilibre et qu'il n'y ait pas notre responsabilité juridique professionnelle qui soit mise en œuvre. Donc on va être autant le représentant du vendeur que de l'acquéreur pour assurer une cohérence dans notre évaluation et la mise en vente du bien. Et tout ça, donc, pour une commission qui est de l'ordre d'un agent immobilier traditionnel ? Oui, on va avoir une rémunération, donc les barèmes sont libres, comme dans la vente traditionnelle, et puis ça sera calé sur la valeur vénale du bien, un pourcentage sur la valeur vénale du bien. D'accord. Et toi, tu réunis un certain nombre de viagéristes, c'est ça, avec Viagimo, c'est l'idée ? Alors, mon modèle économique, donc Viagimo, c'est le premier réseau d'agences immobilières spécialistes de la vente en viager. Quand j'ai lancé le réseau Viagimo, j'ai fait un audit, une veille concurrentielle de mon marché, et je me suis rendu compte qu'il y avait peu d'acteurs forts en réseau de commerce organisé, un petit peu comme t'en as pléthore, pour ne pas les citer dans la vente traditionnelle. Et en viager, cette solution viagère était très peu représentée. Donc j'ai décidé de dupliquer mon modèle économique à l'échelle nationale. Aujourd'hui, on est 25 agences partout en France. Donc, tu vois, en un peu plus de 3 ans, c'est un beau développement. Bravo, ouais. Il y a un maillage, merci. Il y a un maillage assez bien dessiné. Donc, ça part de Lille au Touquet, Paris 15, Paris 16, Versailles, Bordeaux. Donc, les Sables d'Olonne, bien sûr, puisque c'est l'agence pilote qui est au Sable. Et puis après, on descend jusqu'à Toulouse, Toulon, on remonte à Évian-les-Bains, Thonon. Donc ce sont des agents immobiliers qui sont spécialisés dans la vente en viager. On ne fait que ce type de vente et de la nue propriété, puisqu'on fait également ce service-là, comme de la vente à terme. Enfin, l'occasion en tout cas de reparler avec grand plaisir lors d'une émission, parce il y a beaucoup de solutions en fait qui existent. Et puis ce sont des agents immobiliers qui font cette vente-là. C'est une agence. Donc les prérequis pour entrer dans le réseau, c'est d'être titulaire de la carte professionnelle et puis d'avoir une agence physique 100% viager. Donc pas de mandataire. On n'est pas un réseau de mandataires immobiliers. Très clair. Je reviens sur ma question d'avant sur mes questions d'avant sur les vendeurs. Est-ce qu'il y a une fenêtre de tir dans laquelle, est-ce que on commence pas un viager à 90 ans? Est-ce que, on va dire c'est de 60 à 80 ans ou 60, 63 ans, pour moi, c'est un bon âge pour mettre en vente en viager. Après, jusqu'à 90, 95 pour une mise en vente en viager, oui. Pour moi, je préconise, si tu veux, un delta d'âge d'une vingtaine d'années entre le vendeur et l'acquéreur. Voilà. Maintenant, il n'y a pas, c'est pas encadré juridiquement. T'as pas un minimum et un maximum d'âge pour mettre en vente en viager.
Alors j'imagine que du coup, en effet, pour comprendre sur le modèle, la partie variable, quand tu achètes à quelqu'un qui a 90 ou 99 ans, tu vas payer cher par an, c'est ça, hein, c'est un gros package. Exactement. Pourquoi? Parce que Ou la par mois. décote d'occupation est beaucoup plus faible qu'une personne qui a 63 ans. Et c'est pour ça que c'est très intéressant et j'ai de plus en plus de jeunes qui s'intéressent à la vente en viager. Donc comme quoi, avec de la pédagogie, les barrières psychologiques tombent, puisque tu as beaucoup de jeunes qui s'intéressent, qui sont complètement décomplexés par rapport à l'héritage, la succession, le pari sur la mort ou autre, et qui ont une objectivité que nous autres, 40, 50, 60 ans, on peut avoir ces fameuses idées reçues, tu vois, Mais je suis justement. d'accord. Enfin, chez les plus jeunes, tu vois, sur tous les mouvements FIRE que j'ai pu travailler, etc. Alors, je sais pas si exactement ça leur plairait parce que ça t'ajoute quand même des charges. Et tu peux pas être net positif sur du viager, tu vois ce que je veux Oui, dire. après, quand je te dis des jeunes, tu as, moi, j'ai eu des acquérants entre 25 et 30 ans, justement, qui ont été habitués par éducation à mettre 300, 400 euros par mois et qui continuent de le faire. Et comme je te le disais, il y a des viagers à tous les prix. Et donc, tu peux justement acheter en rétro-littoral, tu peux Ouais. acheter des biens qui commencent avec une valeur vénale de 100 000 euros, 150 000, 200 000 euros, mais au moins, ils se constituent légitimement un patrimoine d'une manière très astucieuse. Et ces personnes-là, ces jeunes, vont pas se tirer une balle dans le pied pour baisser leur capacité d'endettement. S'ils veulent acheter leur future résidence principale, ils peuvent investir tout de suite parce que peut-être qu'ils travaillent dans des grandes villes où ils ne pourront jamais acheter, donc comme à Paris ou Bordeaux ou autre, où la pression immobilière est beaucoup trop forte. Et ces personnes-là font le choix d'investir dans la ville de leur enfance où ils ont leurs repères, leurs connaissances et ils se constituent au moins un patrimoine. Et plus tu achètes tôt, plus tu peux aller sur des vendeurs qui ont justement 60-63 ans avec des décotes qui peuvent aller jusqu'à 60-65%. Donc c'est très très astucieux pour eux. Ça commence à me chauffer ton machin, Sophie. Merci pour toutes ces précisions. Est-ce qu'il y a des risques particuliers qu'on peut pas voir ou si justement je me fais pas accompagner, mais même quels sont les grands risques du viager pour finir? Les grands risques, c'est de partir sur une mauvaise évaluation. Ça, c'est le b.a.-ba, évidemment. C'est omettre des conditions substantielles pour protéger et le vendeur et l'acquéreur. Si, par exemple, côté acquéreur, tu ne penses pas au quid de ce sort du droit d'usage et d'habitation, si la personne doit partir en maison de retraite, que ton logement reste fermé pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, tu sais que voilà, que ce soit pour les équipements ou la préservation du bâti, voilà, il peut y avoir des difficultés, les difficultés d'accès, la remise des clés, et c'est des choses auxquelles tu penses pas forcément. Donc mieux vaut s'entourer quand même des conseils d'un spécialiste pour éviter de différentes surprises ou de se dire ah si j'avais su, parce que ça c'est horrible de se dire ah si j'avais su. Surtout si tu as écouté la martingale avant, tu aurais pu le Exactement. savoir. Sophie, où est-ce qu'on te contacte? Tu es sur LinkedIn, toi, pas mal, je crois, un peu active. Ouais, surtout sur tous les supports, sur tous les réseaux sociaux, notamment même Insta, tu vois, pour aller sur cette jeune génération, pour les sensibiliser justement au viager libre, au viager occupé. C'est même eux, tu vois, j'ai eu des jeunes Sur comme ça Viagimo, qui... hein, donc. Viagimo, ouais, viagimo.fr. Et pour la petite anecdote, j'ai rencontré un jeune comme ça qui m'avait apporté le dossier de sa mamie, qui avait donc aidé ses grands-parents où sa mamie justement râlait parce qu'elle pouvait pas changer sa voiture ou autre. Puis il disait mais mamie, pourquoi tu vends pas en viager? Tu as de l'argent qui est enfermé dans ta maison. Fais-toi plaisir, vends en viager. Et ce sont ces jeunes-là qui ont raison parce que ils ont pas d'idées reçues ou de tabous. En tout cas, dans le viager, toutes les idées reçues qu'on pourrait avoir, finalement, la réalité, on se rend compte que la réalité du viager n'est pas du tout celle-ci. Non, je suis d'accord et j'ai été un des premiers à dire à mes parents il y a quelques années, mais juste, enfin, vivez votre vie, nous on vivra la nôtre, mais moi, je crois qu'ils m'ont pas écouté, mais je leur ai dit, mais j'attends rien de vous, en fait. Je veux dire, je Oui. suis grand, faites-vous plaisir. Si à la fin, au bout du chemin, il y a quelque chose, c'est bien, mais en fait, mettez pas de côté, ne vous privez pas pour votre succession. Je pense qu'on est tous Et assez grands. peut-être que tes parents, là, aujourd'hui, parce que là, tu parles, parce que ça va bien, parce que justement, ils mettent de côté pour vous, mais tu as beaucoup de vendeurs qui, malheureusement, deviennent Alzheimer ou autres avec des suivis, des soins
très très cher, de moins en moins bien remboursé, et ils n'auront pas d'autre choix que de vendre le logement familial. Donc tu ne pourras pas du coup l'avoir en succession, puiser l'argent au fur et à mesure pour payer les dépenses, et quand il y a plus d'argent sur le compte, ce sont les enfants qui devront alimenter ces frais médicaux. Tu vois. Alors qu'en vendant en viager libre notamment, eh ben tu as l'assurance à vie d'avoir des revenus complémentaires pour subvenir aux problématiques de la dépendance. La dépendance aujourd'hui, c'est 28 milliards de dépenses publiques. Et en 2060, on l'estime à 51 milliards d'euros. Donc cet argent, il faut bien le financer. La dépendance, on est dans un contexte socio-économique qui fait que le viager apporte une réponse apaisée aux problématiques de la retraite. La retraite est source de crainte pour beaucoup d'entre nous, qu'on soit vendeur et donc au présent ou futur retraité en tant qu'actif. Et on a la courbe ascensionnelle des personnes âgées qui ont un pouvoir d'achat qui ne cesse de diminuer. Dans le même temps, on a des acquéreurs qui veulent sécuriser, anticiper leur avenir et se constituer légitimement un patrimoine immobilier, mais en raison de la flambée des prix, d'une économie instable, d'une fiscalité oppressante, on ne peut pas se constituer un patrimoine immobilier à un prix raisonnable. Et en investissant en viager occupé côté acquéreur, on sécurise son avenir pour plus tard et on aide une personne à mieux vivre tout de suite côté vendeur. Ben voilà, et après vous allez sur tout est très clair, merci. Vous allez sur viagimo.fr. Donc vous avez tout compris maintenant, ce que j'aurais pas forcément compris avant. Donc tu as la valeur vénale du bien, donc tu as 3 grands trucs dans ton moteur de recherche, parce que du coup je regarde un peu ce qu'il y a, je vois des belles maisons, des beaux appartes dans le 15e, etc. Donc la valeur vénale du bien, c'est la valeur marché, on va dire, du prix, si tu l'achetais au prix comme tout appartement, tout bien. Le bouquet, c'est en gros ce qu'on doit remettre directement, donc on va dire le comptant hard cash à l'achat, et après la rente mensuelle. Et après, on peut choisir type de viager, type de bien, âge mini du vendeur homme, âge mini vendeuse, et puis évidemment le lieu, etc. Et tu as même, pour poursuivre la pédagogie, tu peux télécharger gratuitement le guide pratique du viager que nous avons rédigé pour mieux comprendre ce dispositif. On a essayé de le faire le plus didactique possible, ponctué d'exemples chiffrés, de témoignages, d'explications sur le calcul, les clauses substantielles à ne pas omettre. Donc tu peux télécharger gratuitement ce guide pratique directement sur le site internet de Viagimo. Très bien. Écoute, très très clair. Et puis après, si vous tapez donc Sophie Richard Viagimo, vous trouverez Sophie sur LinkedIn notamment. Je viens de t'ajouter, tu vois. Et puis tout y est. Sophie, je te dis un grand merci. Ma toute dernière question, quelle est ta martingale à toi, Sophie? Ah, ma martingale, alors toujours dans le secteur du viager. Pas obligatoirement, où tu veux. Non. Je sais pas, ça peut être les bitcoins. Tu vois. Bon, je vais rester quand même sur mon sujet de prédilection. Ça serait peut-être le Club Deal. Le Club Deal, et on aura peut-être l'occasion d'en reparler, c'est histoire de susciter ton intérêt et celui de ton audience. Le Club Deal, c'est réunir des investisseurs autour d'une SCI pour qu'ils puissent faire l'acquisition à plusieurs de biens immobiliers et ainsi diversifier leur épargne, leur investissement, en achetant tout type de viager, toute typologie, parce qu'à plusieurs, on en achète beaucoup plus, et puis justement, le risque est mieux harmonisé. Voilà. Donc le Club Deal serait ma martingale. Tu sais que tu titilles une corde sensible, tu le sais pas, mais les auditeurs le savent parce que j'ai fait déjà des épisodes là-dessus et j'adore les Club Deal. Moi, je trouve ça cool de faire des aventures à plusieurs, tu vois, en vrai entrepreneur que je suis, je trouve ça plus fun toujours. Eh ben, on se retrouve dans une prochaine émission pour en parler avec grand plaisir. Parce que ça passe trop vite. J'ai pas vu le temps passer. Commercial Sophie Richard qui s'est déjà invitée l'année prochaine. Avec plaisir, Sophie, c'était très intéressant. Et c'est vrai que j'ai un œil beaucoup moins, je veux dire, morbide, ou en tout cas pas réservé, mais sur le sujet. Et je trouve ça hyper intéressant. Je dis pas que je vais demander à mes parents de vendre leur maison en Corse. En viager, ils y sont très bien. Et puis bon, j'aimerais bien. Mais c'est vraiment intéressant, c'est vraiment passionnant. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire autour de ça. Donc, je te remercie 1000 fois. C'est moi, Viagimo, avec grand plaisir. avec un G, Viagimo, Viagi2mo.
Vous trouverez Sophie un peu partout sur les réseaux sociaux. Merci à vous pour votre fidélité, pour votre écoute. Et puis, je vous souhaite un très bon été 2021 si vous nous écoutez à ce moment-là. Mais peut-être que vous nous écouterez dans le futur parce que cet épisode, je suis sûr, aura encore beaucoup de valeur dans 1, 2, 3 ans. Voilà. Et Viagimo, je te souhaite encore des dizaines et des dizaines de partenaires en plus, Sophie. Bravo pour cette aventure et à très bientôt. Salut tout le monde. Salut. Merci d'avoir écouté La Martingale jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de le partager autour de vous, de vous abonner à la newsletter sur lamartingale.io et si vous trouvez 5 petites minutes, de mettre une note 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sur Apple Podcast. Ça nous aide beaucoup pour remonter dans les classements. La Martingale est produit par Cosa Vostra, une agence de conseil tech et créative qui accompagne ses clients dans leur stratégie digitale pour qu'ils gagnent en visibilité, en singularité et en efficacité. Je remercie toutes les équipes pour la production. Je vous retrouve dans 15 jours. Je suis Mathieu Stéphanie et je vous dis merci.